poursuit en Algérie. 24 heures maintenant que cela dure sur ce site gazier du groupe britannique BP. Il est situé dans l'est de l'Algérie, on le rappelle, tout près de la frontière avec la Libye. Il y aurait 41 otages occidentaux retenus sur ce site. On sait qu'il y a des Américains, ça a été confirmé par Washington, des Japonais confirmés également, des Norvégiens confirmés par son gouvernement. La présence d'otages français, elle, n'est toujours pas confirmée à cette heure, plus de 24 heures désormais après le début de cette prise d'otages. Nos confrères de France 24, eux, affirment avoir pu joindre au téléphone un otage français. Ils l'ont d'ailleurs fait témoigner sur leur antenne très brièvement. On va y revenir dans un instant, notamment avec Clément Méric du service politique d'ITélé qui est avec nous. Mais d'abord, direction donc l'Algérie où l'on retrouve Kamel Zaït. Vous êtes journaliste sur place. On a entendu pas mal de rumeurs cette nuit autour d'une tentative d'assaut de l'armée algérienne. Est-ce que vous avez plus d'informations? Est-ce qu'il y a eu tentative ou non? Selon les informations, selon mes informations et mes sources, il n'y aurait pas eu d'intervention ou de tentative d'intervention ou d'assaut sur le site gazier où se trouvent les otages occidentaux avec leurs ravisseurs. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que une tentative pareille ou un assaut pareil peut causer un danger énorme pour l'intégrité physique des otages. Il faut le noter, il faut le rappeler que le nombre de terroristes présents sur le site, selon le ministre algérien de l'Intérieur, le nombre est de 20 à une vingtaine de terroristes, avec 41 otages occidentaux, donc une intervention peut être catastrophique. C'est pour ça que les autorités algériennes préfèrent plutôt éviter cette solution qui est une solution très très risquée et favorise une solution pacifique, une négociation même si cette négociation n'est pas directe du moment où, rappelons-le, que le ministre algérien de l'Intérieur a déclaré que son gouvernement ne dialogue pas avec les terroristes, mais des négociations indirectes via les notables de la région sont en cours, sachant que le groupe qui a exécuté cette opération ne vient ni du Mali ni de la Libye selon les autorités algériennes, mais c'est des terroristes qui viennent de la région et qui ont agi sous les ordres de Mokhtar Belmokhtar, le chef du groupe des signataires par le sang. Rappelons-le que Mokhtar Belmokhtar est un ancien du PSPC et d'Al-Qaïda. Kamel Zaït, pardon. C'est extrêmement rare, c'est quasi unique dans l'histoire de l'Algérie qu'un site stratégique, en l'occurrence gazier, soit attaqué, qu'il y ait une prise d'otage dessus. Ça n'est même pas arrivé pendant les années de plomb où on sait il y a eu plus de 100 000 morts, une guerre civile en Algérie dans les années 80-90. C'est du jamais vu, je crois, ce genre de situations qui sont normalement très protégées par l'armée. C'est des sites qui ne sont pas très protégés par l'armée, c'est des sites qui sont protégés par... il y a une présence des forces de sécurité un peu partout, mais il faut imaginer que on parle de centaines et de centaines de kilomètres et c'est des sites éparpillés un peu partout. C'est des sites en général qui sont gardés et ils sont sécurisés par des sociétés de gardinage. Et vu la situation actuelle dans la région, il faut le rappeler pour ceux qui l'ignorent, que la frontière entre l'Algérie et le Mali est longue de 1400 kilomètres. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas facile de sécuriser toute cette région. Moi, personnellement, je connais très bien le sud algérien. C'est des régions très, très compliquées. Il est vrai que la question se pose, que les sites gaziers, les sites pétroliers dans le sud algérien n'ont pas été attaqués durant les années du terrorisme. Mais dans les années du terrorisme, les années dures, les années 90, où l'Algérie faisait face seul aux groupes terroristes, ces groupes terroristes opéraient et activaient surtout dans le nord du pays. Le terrorisme dans le sud est assez récent et il est lié par le passage de JSPC à AQMI, qui est le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous parliez de tentative de négociation tout à l'heure avec ces islamistes. De votre point de vue et de ce que vous entendez sur place en Algérie, comment ça peut se terminer tout ça? Il est difficile, il est compliqué de définir et de dire tel scénario va se dérouler, mais ce qui est sûr est que les autorités algériennes cherchent la solution qui permet
de sortir de cette crise, de sortir les otages vivants, car les autres solutions, la solution de la force, la solution de l'intervention militaire, mettrait en danger les otages, et c'est la chose que tout le monde veut éviter, en premier les autorités algériennes. Kamel Zaït, une dernière question très rapidement. On s'interroge évidemment sur les nationalités des otages. Aucune confirmation pour un otage français, des confirmations pour des Norvégiens, des Japonais, des Américains. Vous, est-ce que vous avez plus d'informations sur ce sujet ? Il n'y a pas plus d'informations concernant la nationalité. Je citerai encore une fois le site de la radio algérienne qui lui-même citerait ou qui a cité une source officielle à la wilaya de Ilizim, la wilaya, le département dont dépend N'Amenas, qui parle d'otages américains, britanniques, japonais, norvégiens et français, sans préciser le nombre des uns et des autres. Merci beaucoup Kamel Zaït d'avoir été en direct avec nous sur iTélé depuis l'Algérie. 24 heures donc maintenant que cette prise d'otage a débuté. Retour en images sur les dernières informations sur le fil des événements. Le commentaire est signé Sandra Buisson. Il serait une vingtaine de ravisseurs sur le site gazier de Tigantourine près de la frontière libyenne selon le ministre de l'Intérieur algérien. Des terroristes à la solde de Mokhtar Belmokhtar, surnommé Le Borgne, ancien chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, à la tête d'un nouveau groupe appelé les Signataires par le sang. Il réclamerait la fin de l'intervention française au Mali, une prise d'otage en Algérie pour protester contre l'ouverture de l'espace aérien du pays à l'armée tricolore. Il semblerait qu'ils veulent ressortir de cette région pour sortir du pays avec des otages. Pas question, annoncent les autorités algériennes, refus aussi de négocier alors que l'attaque a déjà fait plusieurs blessés et 2 morts selon le ministre de l'Intérieur, un Algérien et un Britannique. Impossible encore de vérifier le nombre d'otages et leur nationalité. Le site est exploité par 3 sociétés, l'algérienne Sonatrach, la britannique BP et la norvégienne Statoil. 150 Algériens employés d'une entreprise de restauration et d'hébergement seraient cantonnés dans l'espace de vie du site et 41 étrangers sous bonne garde, affirment les terroristes. Washington, Tokyo, Dublin, Oslo confirment la présence de ressortissants. François Hollande dit lui ne pas être certain de celle de Français. Jérôme Lubezki nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour. Cette prise d'otage a conclu sur un site gazier très stratégique dans ce pays, un site exploité par plusieurs sociétés. Il y en a une algérienne et 2 occidentales. Voilà, le site de Tigantourine, c'est ce que l'on appelle un champ gazier. En clair, c'est un lieu dont le sous-sol est extrêmement riche en gaz. Il s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Et comme c'est dans le cas dans le pétrole, eh bien, on crée des consortiums pour extraire le gaz. Ça permet de partager les coûts et bien sûr les bénéfices. Le site, en l'occurrence, est exploité par 3 sociétés. Le géant algérien du gaz et du pétrole qui s'appelle la Sonatrach, la compagnie britannique BP et puis un autre géant du secteur qui est le norvégien Statoil. Chacun de ces groupes a donc des employés sur place, des employés qui font tous les métiers nécessaires à l'exploitation de ce genre de champ gazier, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui s'occupent au quotidien des infrastructures, mais il y a aussi des techniciens qui les exploitent et puis il y a par exemple des chauffeurs de poids lourds, des mécaniciens, des spécialistes de réparation. On le voit, ce sont plusieurs dizaines de corps de métier qui se trouvent sur ce genre d'installation, des plus techniques aux plus intellectuels et ce sont aussi des dizaines de nationalités qui cohabitent. Et puis on parle aussi d'occidentaux, une quarantaine on le rappelle, qui seraient retenus en otage. Également 150 personnes, des Algériens qui appartiennent à la société CIS Catering, qui est une société française. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors CIS Catering, c'est une société qui fait un métier très spécial. Elle est spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration en milieu hostile, en milieu extrême. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site comme celui de Tigantourine, c'est une espèce de mini-ville qui est plantée au milieu de nulle part, c'est au milieu du désert. C'est une ville qui tourne 24 heures sur 24, il y a des milliers de personnes qui travaillent, qui y vivent pendant des mois d'affilée sans jamais sortir. Il faut donc les héberger, les nourrir, laver leurs vêtements. Ce sont toutes ces missions qu'accomplit CIS Catering. Encore une fois, le groupe est spécialisé dans la gestion de ce genre de site dans les milieux hostiles. On peut donc imaginer que les personnels ont été formés à ce genre de situation, même si on imagine cette situation, elle est très inconfortable aujourd'hui. Merci Jérôme, et vous restez bien évidemment avec nous toute cette matinée pour suivre cette situation avec nous. Clément Méric est là également. Clément, aucune confirmation d'un otage français. François Hollande ne l'a toujours pas fait, ni le Quai d'Orsay 24 heures après, ça paraît incroyable.
Ça paraît incroyable. Et puis, visiblement, on a entendu notre correspondant en Algérie expliquer que côté algérien, du côté de la radio officielle algérienne, on ne prenait pas toutes ces précautions. Alors pourquoi ce silence côté français? Pourquoi ne pas confirmer ou démentir ne serait-ce que la présence de Français parmi les otages? Eh bien, hier soir encore, on nous expliquait dans l'entourage du chef de l'État qu'on avait du mal à faire remonter les informations du côté des autorités algériennes. On nous expliquait aussi que des Français travaillent effectivement sur ce site gazier, mais qu'on a du mal à les localiser et qu'ils sont dans tous les cas potentiellement moins nombreux que pour d'autres pays comme les États-Unis ou la Norvège. Alors les États-Unis et la Norvège, le Japon également, ont confirmé, eux, la présence d'otages de leur propre pays. Pourquoi la France ne dit rien? Eh bien parce qu'elle n'est pas dans la même situation, puisqu'elle est intervenue directement militairement au Mali et qu'elle peut donc être exposée à un chantage direct de la part des ravisseurs. Clément, vous le disiez, bien sûr, cette prise d'otage intervient dans un contexte extrêmement particulier, l'intervention française au Mali. Les islamistes, d'ailleurs, disent agir en représailles à cette intervention. Clairement, sur place, la donne a changé ce matin. La crise malienne a pris ces dernières heures une dimension internationale. Elle aura un impact sur ce conflit. La question, c'est de savoir lequel. Est-ce que cela va freiner l'intervention de la France ou au contraire accélérer l'intervention des Occidentaux? Et il y a une indication de taille ce matin, c'est la réaction de Washington, celle du secrétaire d'État à la Défense, interrogé sur la question hier soir, et il affirme que l'opération militaire française n'est pas une guerre française uniquement, comprenez. Au contraire, il faudra un effort international, dit-il, qui devra être confirmé par l'ONU. Et d'ores et déjà, l'Espagne, elle a décidé d'autoriser les avions français engagés au Mali à utiliser les bases aériennes. Le Tchad, lui, veut envoyer 2000 soldats sur place. En attendant, sur le terrain, l'opération des Français et des Maliens se poursuit. On fait le point avec François Goulin. Des blindés en route vers le front,